Vous êtes sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. C'est votre deuxième numéro et bien évidemment c'est votre émission où les idées se confrontent sans affront. C'est ici que bat le cœur de la République. Le Parlement est le cœur de notre démocratie, disait Raymond Forny, alors président du Parlement français. Par cette simple mais significative assertion, l'homme présentait toute l'importance d'un Parlement dans une démocratie. Le Bénin qui, depuis l'historique conférence nationale de février 90, a opté pour ce régime, s'apprête pour la 8e fois à élire ses représentants pour siéger au palais des gouverneurs, le Parlement béninois. Mais la convivialité et les règles qui ont permis au Bénin de réussir plusieurs élections, pour ne pas dire 7 élections législatives, sont mises à rude épreuve dans notre pays actuellement, qui plonge ainsi le pays dans une crise préélectorale sans précédent. De la Cour constitutionnelle indexée comme auteur de cette crise à la Commission nationale accusée de compromission, sans oublier le chef de l'État accusé de vouloir empêcher la compétition, de vouloir empêcher la participation de l'opposition et bien évidemment au Parlement qui est accusé d'être la caisse de résonance du pouvoir. Toutes les institutions ne sont pas épargnées, sinon on dirait que toutes les institutions du pays sont ébranlées. Ainsi, ces élections législatives d'avril 2019 sont des élections qui portent en elles plein d'enjeux. Quels sont ces enjeux? Nous en parlerons sur ce plateau avec deux acteurs politiques, un de la mouvance et l'autre de l'opposition. Législative 2019, quel enjeu? C'est autour de ces thèmes que mes invités et moi allons débattre. Ils sont là, confortablement installés pour croiser le fer en toute responsabilité. À ma gauche, nous avons Bogar Koupaki. Il est membre fondateur du parti Union Progressiste et membre du cadre de concertation des jeunes de la 16e circonscription électorale. Il est donc un jeune de la mouvance présidentielle. Bogar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est également le lieu de dire bonsoir à tous ceux qui suivent Eden Télé. À ma droite et en face de vous, nous avons Saliou Adamon. Il est le président du PPS. Il est un jeune leader de l'opposition. Saliou Adamon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, nous entrons dans le vif du sujet. Quand on sait que les élections législatives d'avril prochain doivent servir à installer la 8e législature, on ne saurait parler des enjeux de celle-ci sans faire un bilan de la 7e législature. Nous sommes tenté ici, comme c'est le cas dans l'opinion, de nous demander quel a été le bilan de cette mandature qui tire vers sa fin à l'Assemblée nationale. Nous irons en deux temps. D'abord, sur la qualité des tests votés à l'hémicycle et enfin, sur le contrôle de l'action gouvernementale. Bogar Koupaki, quel bilan faites-vous de cette législature qui tire vers sa fin? Merci beaucoup. Je pense que il est également grand temps de commencer par reconnaître tout le mérite de la 7e législature parce que c'est de façon résumée, vous allez comprendre qu'il y a eu un certain nombre d'engagements au niveau de notre hémicycle et que le législateur a voulu une fois depuis 1990 prendre ses responsabilités en essayant quand même de réguler un tant soit peu les questions d'ordre politique, social, économique et même religieux dans notre pays à travers les différentes lois qui ont été votées depuis, je dirais, 2015. Depuis 2015, avec un bilan à mon niveau positif, et je pense que tous les Béninois, peut-être pour ceux qui veulent voir, doivent comprendre que c'est un bilan qui est positif pour la 7e législature, surtout que nous sommes venus, pas comme faire croiser, mais comme croiser de chemin, de comprendre que nous avons eu un élément qui vient accompagner cet élan de la 7e législature. Je veux parler de l'entrée sur la scène politique, c'est-à-dire l'élection du président de la République et qui officiellement est entré en fonction le 6 avril 2016 avec comme mot d'ordre
rien ne sera plus comme avant. Et vous avez vu avec moi que les réformes institutionnelles qui ont été engagées, et les réformes structurelles, économiques, politiques qui ont été engagées dans le pays ont été également par ceux-là qui ont compris l'enjeu que nous devons commencer maintenant à refonder le pays, à reformer le pays, et que le Bénin ne doit pas continuer à être, je dirais, un empire de contrats sociaux. On a compris qu'il fallait véritablement accompagner le chef de l'État parce que, qu'on le veuille ou non, l'action gouvernementale a besoin également d'être structurée, et c'est ce que le législateur, c'est-à-dire les députés, ont fait à l'Assemblée pour pouvoir permettre quand même, un temps soit peu, de travailler à ce que le pays se mette encore une fois sur la bonne route, parce que à un moment donné de notre démocratie, de notre vie et même de notre système politique, on se dit, est-ce qu'il y a de l'avenir? Mais je pense qu'avec l'avènement du président Talon, on a constaté que hier, on est bloqué, on n'a pas d'avenir, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'espoir à se donner, et c'est ce qui permet de reconnaître tout le travail qui a été fait par la 7e législature, et nous demandons que ceux qui vont venir pour la 8e législature puissent emprunter également cette voie et faire plus, pourquoi pas, de donner également leurs notes, leur touche à ce Parlement pour qu'on puisse une fois encore relever et révéler sur le plan mondial, pourquoi pas. Salut Adamou, des réformes politiques, la 7e législature, un bilan positif. Partagez-vous cet avis de Bogar Koupaki? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que de mon côté, l'avis ne peut pas être partagé. Parce que pour des lecteurs politiques, pour ceux qui vivent réellement dans le pays, ceux qui sont avec la population, la lecture qui est faite par rapport à la 7e législature, c'est toute une désolation. La 7e législature nous a déçus le peuple béninois, parce que lorsque vous prenez l'article 96 de notre Constitution, l'article dit l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Et les prérogatives qui ont été attribuées à notre Assemblée nationale, nous les connaissons. Le parlementaire contrôle l'action du gouvernement. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui est là n'est plus dans sa posture de contrôler l'action du gouvernement. Nous reviendrons un peu plus tard sur le contrôle de l'action gouvernementale. Mais déjà, sur la qualité des tests votés, quel bilan faites-vous de cette législature? Vous savez... Est-ce que l'Assemblée a fait quelque chose qui n'est pas de ses prérogatives? Nous allons laisser M. Saliou répondre. Quant à la qualité des tests votés, comment jugez-vous ces tests-là? Est-ce que les tests qui sont votés au Parlement vont dans l'intérêt du pays? Ces tests sont-ils de bonne qualité? Sont-ils porteurs d'avenir pour la nation? Comment jugez-vous l'avenir de ces tests? Non, ces tests ne sont pas votés pour l'avenir du pays. Ces tests ont été votés pour louanger un seul homme, pour rendre gloire à un seul individu. Parce que lorsque nous allons prendre les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, je vous donne quelques exemples. La loi sur le code pénal, la loi sur la grève, la loi sur le code électoral, la charte des partis politiques. Lorsque nous prenons les deux dernières lois, la charte des partis politiques, le code électoral, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions tiré la sonnette d'alarme entre-temps, que ces lois votées constituent ou ont un gène de division et de tension. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui à l'heure actuelle. Des lois qui sont votées les yeux fermés, les lois qui ne sont pas analysées, qui ne sont pas traitées de fond en comble par les députés que nous avons. Des lois pour lesquels les députés sont là pour accepter peut-être les moyens afin de les voter. Je vais vous donner un exemple. La révision de la Constitution a échoué 2 fois. Pour la première fois,
Rosine Sogolo, la députée Rosine Sogolo avait dit qu'elle avait reçu 5 millions vous savez, nous voulons vous expliquer. Vous aviez posé la question de savoir est-ce que ces lois, est-ce que ces tests sont de bonne qualité? Vous allez juger selon vous des qualités de ces tests-là. En fait, écoutez. Écoutez. En une tribune de ces accusations dont nous n'avons pas les preuves. Vous savez, vous, de votre point de vue, quand vous prenez ces tests, quels sont les germes que portent ces tests-là et qui n'honorent pas le Bénin et ne garantissent pas l'avenir du Bénin? Non, nous allons les germes, c'est clair, comme je viens de le dire, c'est des germes de division et de tension sociale. Et c'est ça que nous vivons actuellement. Quand vous prenez ces tests concrètement, quels sont ces germes-là? Quelles sont ces défaillances? Lorsque nous prenons par exemple la loi sur la grève, sur l'interdiction de la grève, nous avions demandé où est-ce que cette loi est venue. D'où est-ce que cette loi est venue? C'est une loi de Chapelier de 1781, 1781, qui est appliquée à l'époque de la Révolution française et qui a été abrogée depuis fort longtemps. Et c'est cette loi d'interdiction de grève qu'en 2019, le chef de l'État nous amène. Il va défendre même cette loi à Berlin. Le chef de l'État à Berlin, parce que le chef de l'État a défendu cette loi-là à Berlin. Il n'a jamais voté une loi. Est-ce que vous comprenez? Il a défendu. Et heureusement que ceux qui ont étudié l'histoire du droit social ont compris que le chef de l'État n'honore pas son peuple. Je ne sais pas si vous aviez suivi un peu le scénario de ce qui s'est passé à l'époque, lorsque le chef de l'État était allé pour faire la promotion. Parce que dans mon pays, il n'y a plus de grève, les gens ne grèvent plus. Or, c'était une loi qui était abrogée depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, bonjour les dégâts. Lorsque nous prenons la loi, par exemple, sur la charte des partis politiques qui pose problème aujourd'hui, c'est les mêmes gemmes de division. Et cette charte des partis politiques, dans laquelle il n'y a même pas le certificat de conformité, où aujourd'hui c'est la Cour constitutionnelle, représentée par Maître Joseph Diogbenou, qui nous sort. C'est un procès à la Cour. Non, ce n'est pas un procès, parce que c'est pour vous dire que la charte des partis politiques est mal pensée. Nous disons qu'il faut faire des réformes. Et qu'appelle-t-on réforme? On appelle une réforme toute modification apportée à un système, justement après un diagnostic. Et lorsque vous apportez cette modification à ce système-là, c'est pour l'amélioration du système. Donc une réforme ne saurait en fait créer tant de problèmes que nous sommes en train de vivre actuellement. Outre la charte des partis politiques, vous parlez... Il y a le code électoral, l'article 242, qui est le pilier de la discorde aujourd'hui entre la classe politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État même a reçu toute la classe politique et a demandé à ce que on peut se voir dans la mesure du possible comment revoir ce texte-là. C'est pour cela que je dis, nos députés étaient où lorsqu'ils votaient? Nos députés, il faut des gens, des analystes, des gens qui réfléchissent, des gens qui traitent les informations. Ce n'est pas nécessairement des gens qui doivent aller à l'université faire de grandes études, mais il faut de fond en comble comprendre ce que nous voulons faire. Même s'il faut l'expliquer dans nos langues nationales, dans nos langues martiniques, il faut le leur expliquer, afin qu'ils sachent réellement que voter une loi, c'est pour la vie de toute une nation, ce n'est pas pour régler le problème d'un clan politique. Monsieur Boga Koupaki, oui. On l'a dit, des tests qui n'aident pas véritablement le pays, des tests qui portent les germes de la diffusion, des tests qui ne sont pas pensés. Et à cela, il faut ajouter, monsieur Boga Koupaki, comment il faut analyser le vote? Il faut le reconnaître avec une célérité déconcertante et nuitamment de certaines lois sensibles par le bloc de la majorité parlementaire. Nous avons le code électoral, nous avons le code pénal et il y a d'autres lois qui font polémique, notamment le code du numérique. Monsieur Salih, on n'en a pas parlé. Il y a aussi la loi sur l'embauche qui a fait polémique. Donc je pense que peut-être que vous prenez également parti depuis les années 90. On n'a pas dit qu'une loi se vote à 14 heures ou à 15 heures pour que vous pensiez que vous pensiez que c'est des lois qui sont votées nuitamment, tout comme si c'est la 7e législature qui a commencé par voter les lois
nuitamment. Je ne voudrais pas polémiquer là-dessus. Il a été évoqué. Je n'ai pas voulu polémiquer là-dessus. Il a été évoqué le temps nécessaire pour réfléchir sur les lois. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'il y a du temps. On pose la question sur la nécessité de voter les lois. Il n'y a aucun souci. Tard dans la nuit. Non, mais c'est pourquoi je dis, c'est peut-être que on n'a pas les mêmes compréhensions, les mêmes appréhensions et les mêmes analyses peut-être. À l'Assemblée, dans le règlement intérieur de l'Assemblée, vous n'allez pas voir qu'une loi, pour être votée, ça doit être voté à 14h ou à 15h ou à 17h. Donc ça dépend de la finalité des débats à l'hémicycle que on peut arriver aux conclusions ou peut-être à la sortie des débats, arriver à des conclusions données. Ça peut finir à une heure tardive. Je ne pense qu'on doit pouvoir permettre au plénière d'aller au bout, au gré des parlementaires. Je pense que là encore, il n'y a pas de problème. Lorsque nous prenons les différentes lois que nous avons citées, le code pénal, la loi sur le numérique, le code, la charte des partis politiques, je vais en arriver, même je parlerai également sur la loi sur la grève, également sur l'embauche et pourquoi pas sur les loyers. D'accord. Si nous prenons ces différentes dispositions, ces différentes lois que l'Assemblée a votées, je ne vois pas personnellement en quoi on ne veut pas comprendre. À l'entame de mes propos, j'ai dit que le Bénin ne doit pas continuer à être l'empire des contrats sociaux. Et je sais également que dans un pays comme le nôtre, où nous ne sommes pas habitués aux réformes institutionnelles, politiques et même au-delà, il doit y avoir des sacrifices. Voilà que le Béninois veut une chose et en même temps son contraire. On veut que le Bénin change, on veut que le Bénin soit quand même un pays durable, économiquement prospère, mais on ne veut pas se sacrifier aujourd'hui pour que demain, nous-mêmes, pourquoi pas, et nos enfants aient la possibilité de vivre mieux dans le 229 et de continuer à espérer. La question sur l'achat des partis politiques, article 242, qu'on dit que ça cause problème aujourd'hui, pour moi, ce débat-là est dépassé. Lorsque vous êtes une classe politique et que vous n'avez pas peut-être le même discours que le gouvernement en place, je pense que après les débats sur l'achat des partis politiques et le code électoral et que la loi est votée, le débat est clos. Une loi n'est pas votée pour une minorité ou pour une majorité, la loi est votée pour tout le monde. À partir de cet instant-là, on doit commencer par se plier, respect strict des lois. Et je pense même que lorsqu'on est une opposition dans un pays comme le Bénin, on doit pouvoir travailler à se conformer aux tests. C'est-à-dire quoi? On doit être des exemples, des bons démocrates. Un bon démocrate, c'est celui qui respecte la loi. Donc je ne pense pas qu'on doit également accuser aujourd'hui l'achat des partis politiques pour en rappeler. Vous savez que lorsqu'on a parlé du système partisan dans ce pays, aucun parti politique, aucune force politique, mon vis-à-vis peut me démontrer le contraire, n'a dit non aux réformes du système partisan. Mais pourquoi on ne veut pas maintenant se sacrifier pour que cela aille au bout? Voilà la grande question que je me pose. Lorsque nous prenons le code électoral qui a été voté en octobre 2018, vous savez avec moi qu'on a dit, mais les clubs électoraux là, on doit pouvoir finir avec ça. Lorsque nous devons répondre aux exigences de notre devise, la fraternité, c'est ça qui nous permet de laisser nos égos, nos intérêts personnels et aller avec un certain nombre de gens nous rassembler. Si c'est vraiment le pays que nous voulons défendre, nous voulons développer, on doit pouvoir laisser nos égos, nos intérêts particuliers et travailler, aller au-delà de nos réflexions personnelles et savoir que le pays d'abord. Et ce qui nous divise peut-être est inférieur à ce qui nous arrange et ce qui nous rassemble. Donc le pays doit être un élément unificateur et répondre à cette exigence de notre devise, la fraternité. D'accord? C'est ça qui permet d'aller au système partisan, de se regrouper. Et vous allez voir, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui qui est difficile à faire au niveau du code électoral ou peut-être à l'achat des partis politiques. Je ne vois pas. Les discussions ont évolué. Entre-temps, par exemple, j'ai vu dans la proposition de l'achat des partis politiques qu'un ancien président, par exemple, ne peut pas prendre part aux élections. Et qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été améliorées, qui ont été enlevées. Ça veut dire que les gens ne sont pas restés dans leur coin, faire des propositions que c'est passé comme ça. Des discussions houleuses ont été autour de ces tests-là et qui ont produit ce que nous avons. À partir de ce moment, nous devons nous plier aux exigences de la loi. Et si on veut être véritablement de bons démocrates, comme je le disais tout à l'heure, on doit pouvoir travailler à l'au-delà. Vous pensez qu'avoir 10 dossiers
vous voulez créer un parti, dans l'ancien code demande, ou l'ancienne charte des partis politiques demande simplement d'avoir 10 dossiers par département. Aujourd'hui, les nouvelles exigences demandent que vous ayez 10 dossiers, 15 dossiers par commune. Donc, allez, au lieu de 120, c'est 1515 ou 1115 que vous devez avoir. Ce sont des exigences, ce sont des sacrifices que vous voulez faire. Lorsque vous prenez par exemple une victoire... Vous ne semblez pas trouver de problème à ces lois du tout polémiques, pas. mais quand le chef de l'État lui-même en vient à demander aux parlementaires de légiférer à nouveau, ces tests qui posent problème aujourd'hui, merci beaucoup. Est-ce que cela ne vous dit rien? Est-ce que cela nous ne sommes vous arrivés, dit pas que les tests portent réellement des problèmes? Du tout pas. Il faut d'abord commencer par reconnaître le mérite du chef de l'État. Parce que ça n'a pas été apprécié de tout le monde. Cette démarche, en bon père de famille, le chef de l'État a dit, avec la situation, une volonté manifeste de l'opposition de ne pas aller aux élections, première chose, une volonté manifeste de ne pas être en règle vis-à-vis des tests, une volonté manifeste de ne pas pouvoir répondre aux exigences de la loi, une volonté également manifeste de ne pas faire les choses telles qu'elles sont en train d'être demandées au niveau de la charte des partis politiques et au niveau du code électoral. Nous sommes arrivés à un niveau où, lorsque vous avez vu hier, c'est le ministre Saka qui a été accusé de ne pas pouvoir donner de réponse, certificat de conformité ou non à des partis politiques. Après, c'est le chef de l'État qui a été accusé. On accuse après la Sénat. Je me demande si demain, si les gens ne vont pas accuser même le temps qu'ils ont pris pour ne pas se conformer, ou bien ils ne doivent pas s'accuser eux-mêmes au lieu de prendre tout le temps à accuser les uns et les autres. Alors que le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, en bon père de famille, la situation telle présentée, les gens veulent créer une psychose, une situation pour dire qu'il y a crise, il y a crise, il y a crise au Bénin. Il n'y a pas de crise. Les gens, on ne peut pas forcer je dirais une formation politique, un parti politique à prendre part à une élection. C'est clair, on ne peut pas forcer la main. C'est entendu, Bouga Koupaki, nous avançons. Il faut reconnaître le mérite du chef de l'État qui a voulu quand même une procédure d'urgence. Outre ces lois politiques qui posent problème socialement, les députés de la 7e législature ont été accusés d'avoir été à l'avant-garde de la destruction des acquis sociaux. Ceci par le vote de certaines lois comme la loi sur l'embauche. Oui. Et ces mêmes députés ont été à l'avant-garde de cette campagne du retrait du droit de grève aux magistrats, aux enseignants, au personnel du corps médical. Je pense que normalement, cette question ne devait plus continuer à faire débat parce qu'aujourd'hui, avec toute fierté, nous avons nos enfants qui sont dans les écoles publiques ou privées, surtout publiques qui concernent l'État est garant de l'éducation selon l'article 40 de notre Constitution. Et vous allez voir que l'État doit pouvoir travailler à ce qu'on puisse respecter un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas sans savoir avec moi que ces exigences ont été votées. Ce n'est pas du ex nihilo, ce n'est pas du néant. Les gens ne sont pas levés pour voter une exigence, une loi pareille. Vous n'êtes pas également sans savoir avec moi que notre école, à un moment donné, est devenue un lieu où on ne peut plus envoyer un enfant et espérer grandes choses. Sur les 9 mois, 8 mois de travail, on peut, à un moment donné, enregistrer peut-être 3 mois de classe et peut-être des fois, c'est des grèves continues. Alors que les gens réclament leur salaire pour une chose ou autre. Peut-être on ne réclame pas grand-chose, on réclame des primes, on est dans la rue. Vos salaires ne sont pas coupés pour une prime ou une autre, on est dans la rue, on laisse l'avenir des enfants. Je pense que avant de passer la parole à M. Je pense que régler cet élément-là, les lois sur la restriction du droit de grève, qui est organisée, c'est bien organisé. La loi sur que dites-vous pour justifier la loi sur l'embauche, vous reconnaissez avec moi que nous avons une administration qui, à un moment donné, ne pense plus à ce que les usagers les usagers des administrations sont également à honorer, à accepter et à accueillir, je dirais, à qui on doit rendre service comme soi-même dans une administration parce que le Bénin appartient à nous tous et quiconque qui prend l'engagement comme un médecin doit pouvoir aller au travail, faire son travail avant de réclamer ses droits parce qu'on ne peut pas refuser de travailler et réclamer un droit. Donc, on ne peut pas dire peut-être qu'un médecin qui prête serment pour soigner des patients, refuse délibérément. Et vous savez combien de morts on enregistre dans nos hôpitaux lorsque on déclenche les grèves illimitées dans nos hôpitaux.
Donc cette question-là, vous ne pouvez pas rester les yeux fermés là-dessus ou avoir un cœur dur par rapport à ça pour dire on préfère que les populations meurent, manquent de soins et que ça c'est une fierté pour le Bénin. Du tout pas. Je pense que les lois sont là, votées pour pouvoir réguler un certain nombre de choses, permettre à tout le monde de se retrouver dans son pays comme celui qui doit servir et celui qui doit être servi. Monsieur Saliou, ces lois comme la loi sur l'embauche, cette loi est totalement, sinon profondément accusée par les syndicats de contribuer à la destruction des acquis sociaux, à la précarisation de l'emploi, parce que les salaires sont plafonnés à 9 mois en cas de... Les indemnités, je veux dire, en cas de licenciement abusif, même abusif. Que pensez-vous? Comment vous jugez-vous ces lois-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, il y a des contre-vérités qui sont dites par mon interlocuteur. Vous savez, il va falloir que nous fassions un débat objectif. Nous ne sommes pas ici pour faire un débat de louange d'un président de la République. On n'est pas là aussi pour détruire ce qui est fait. Oui, on va laisser M. Saliou. Il faut rappeler. On n'est pas là. Vous aurez le temps de lui répondre. Détruire tout ce qui est fait. Vous aurez le temps de lui répondre. Il vous a laissé le répondre. Aussi. M. Saliou, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous allons nous tempérer, et nous patienter et d'écouter aussi les uns. C'est aussi une forme de démocratie. Vous savez, la démocratie, comme notre Constitution nous l'a dit, à son article 2, que d'abord la République du Bénin, elle est une et indivisible, et que son principe, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et lorsque vous allez au niveau de l'article 3 de notre loi fondamentale, que la souveraineté nationale appartient au peuple, ça n'appartient pas à un président de la République, ni à un ministre, ni à un président d'institution. La souveraineté nationale appartient au peuple, c'est dans la loi, c'est dans notre loi fondamentale. Vous savez, moi je pense que, avec toutes les lectures que j'ai faites, dans notre pays, même si aujourd'hui le président Patrice Talon ordonnait à ce que 50 Béninois soient tués par jour, il y a des gens qui vont accepter. Non, vous savez, il y a des gens qui vont même l'applaudir. Il y a des gens qui vont l'applaudir parce que je ne peux pas, je ne peux pas être devant la vérité et contourner la vérité. La loi sur l'embauche, cette loi qui a été décriée un peu partout dans le pays et hors même de notre frontière, de nos frontières. On dit, la loi sur l'embauche dit quoi? Il y a des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée. Hier, vous êtes dans un contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, le président Patrice Talon, c'est lui-même qui a fait la promotion de la loi à l'extérieur, maintenant, vous êtes avec le contrat à durée déterminée. Et lorsque vous prenez la loi est sévère. Et je me demande que ceux qui ont voté cette loi... Elle est sévère en quoi? Non, attendez. Je vais vous l'expliquer. Il ne faut pas vous inquiéter. Je dis, la loi, elle est sévère à telle enseigne que je me demande que ceux qui ont voté cette loi sont... Non, vous savez, sont vraiment des gens qui aiment ce pays. Ce ne sont pas les ennemis de la République. Non, c'est une question que je me pose. Parce que la loi dit quoi? Si vous êtes là, on veut vous embaucher. On vous fait un contrat à durée déterminée. Peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et que l'employeur, à tout moment, peut vous chasser. Parce que peut-être votre tête ne lui plaît pas. Vous pouvez faire 15 ans dans ce travail. À tout moment, on peut venir vous chasser du boulot. Vous avez votre femme qui a fait peut-être 15 ans dans l'administration publique. On a nommé un nouveau DG qui est venu. Et le DG appelle votre femme, échange avec la femme et dit « Je veux que tu me fasses ci. » La femme dit non. Lui, maintenant, il a cette possibilité de révoquer la dame, votre femme, de la licencier. Parce qu'elle n'a pas su accepter peut-être les avances du DG. Et la loi dit quoi? Que même si on vous licencie, abusivement, et que vous allez devant les tribunaux, et que vous gagnez même, c'est qu'on va vous payer entre 3 et 9 mois
qu'on appelle d'indemnité de votre salaire. Si vous êtes peut-être à 100 000 francs le mois, c'est que 3 mois, ça fait 300 000 ou 9 mois, ça fait 900 000 au plus. Celui qui a fait 15 ans ou celle qui a fait 15 ans, on la renvoie avec 900 000 francs. C'est ce que la loi dit. J'explique la loi terre à terre. Terre à terre. J'explique la loi. Est-ce que vous pensez qu'on peut accepter quelque chose du genre? Et c'est pour cela que je me demande, je me pose chaque jour que Dieu fait la question de savoir ceux qui ont voté cette loi-là, est-ce qu'ils aiment le peuple béninois? Est-ce qu'ils aiment la République? Est-ce qu'ils aiment ceux-là qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous ayons un Bénin prospère, un Bénin démocratiquement connu dans le monde? C'est cette question-là que je pose. Raison pour laquelle je dis... Une telle loi se justifie? Écoute, non, il va parler. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, nous avons la chair de poule. Vous savez, il faut être un Béninois qui n'a pas peut-être le sang humain dans les veines qui circulent. Tout le monde a le sang humain. Écoutez, humain. Pour accepter un certain nombre de choses. Nous sommes des Béninois. Et les autres aussi sont des Béninois. Mais ne sommes pas en fait des fils des Béninois. C'est deux choses différentes. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas écouter. Écoutez, monsieur le journaliste. Nous sommes tous fils du Bénin et des Béninois. J'essaie quand même de vous expliquer un peu. Non, nous avons compris ce que dit cette loi. Et vous qualifiez cette loi d'une loi humainement qui n'est pas possible à admettre. Naturellement. Et je pense que normalement... Sur le vif, mais Boga Koupaki, voilà la loi telle qu'elle. Une loi décrite comme faisant la promotion de la précarité de l'emploi, une loi qui enlève la sécurité de l'emploi, quand nous savons que nous sommes dans un pays où le taux de l'emploi atteint des sommets incroyables. Le peu d'emploi, quand nos jeunes, on va encore enlever cette barrière de sécurité et les livrer comme ça aux employeurs. Vous justifiez, vous approuvez cette loi. Je pense qu'on doit éviter d'être alarmiste, d'accord, et aller au-delà de l'esprit même de la loi et de comprendre qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on ne prend pas un élément de la loi pour commencer par... Et cet élément même-là, cet élément même, ce n'est pas au nom de ce que tu as trouvé d'emploi qu'il faut faire n'importe quoi et dire... Je suis sécurisé. Je suis sécurisé par M. Saliou. Oui, et je dis... Ce n'est pas le cas où l'employé s'amuse avec son emploi. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas qu'on se lève. C'est le cas où l'employé, par exemple... Par humeur, un coup d'humeur. M. Boga Koupaki, c'est le cas, par exemple, où une employée qui refuse de se livrer à son patron, vous le savez très bien. Il a fait usage de faux. Non, ce qu'il dit là, c'est faux. Quelle disposition de la loi, de cette loi-là, dit ça? Non, la loi ne dit pas spécifiquement. Non, mais c'est ce que vous dites. Nous donnons un exemple. Non, c'est un faux. Un exemple comme ça, on ne peut pas dire sur un plateau. Non, nous donnons un exemple. Parce qu'il ment. Quand un employeur ne désire plus voir son employé, je pose des questions. Quand un employeur ne désire plus voir un employé pour une raison ou pour une autre, et que la loi lui permet actuellement. Et la loi, vous l'avez lu, j'en suis sûr, c'est ce qu'elle dit. Même quand le licenciement est abusif, l'indemnité, c'est entre 3 et 9 mois. Vous savez que c'est plafonné à ce niveau-là. C'est plafonné à ce niveau. Est-ce qu'on peut justifier cela? Même si, jusque-là, quels sont les cas palpables que vous avez? C'est de ça qu'il s'agit. On doit sécuriser d'abord l'administration de notre pays, ceux-là qui travaillent, parce qu'on connaît des gens, parce qu'ils ont un contrat à durée indéterminée. D'abord, on ne vient plus au boulot, on ne fait plus ce que les exigences de l'administration, on va pour d'autres activités. Mais à partir de ce moment-là, c'est la conscience de l'employeur qui est demandée. Tous les brebis ne sont pas des brebis galeuses. Ceux qui font bien vont bénéficier de ça. Qui leur sont assignées Heureusement qu'on et qui sont victimes des employeurs. Non, du tout pas. Et qui sont renvoyés abusivement. Du tout pas. Donnez-nous des cas. Donnez-nous des cas. Je vous donne un exemple quelconque. Oui. Il vous l'a donné. Je dis que cet exemple-là n'existe pas. C'est où dans la loi? Oui, mais vous n'êtes pas dans les différentes entreprises. Et si ça se passait? Il n'est pas également dans ces différentes entreprises. Et ce qu'il dit là, c'est où dans la loi? Que pour peut-être refuser les avances de son patron, on vous licencie. Non, ce n'est pas dit dans la loi. C'est grave. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est grave. Ce n'est pas ce qu'il a dit, Boga Koupaki. Ne faisons pas de la diversion. Du tout pas. Il dit. Du tout pas. La loi ne prévoit pas. Non. La loi ne prévoit pas tous les cas où les employeurs doivent être renvoyés. Chaque employeur peut apprécier diversement les raisons pour lesquelles
l'employeur veut renvoyer son employé. Et il dit, pour une raison, c'est pourquoi je vous demande, pour une raison ou pour une autre. Et si c'était cette raison-là qui n'est pas dans la loi, vous le savez très bien, et ces cas se sont passés par le passé dans nos sociétés. Pour d'autres raisons, des raisons personnelles, l'employeur décide de renvoyer un employé qui fait bien son travail. Voilà que la loi dit, c'est 9 mois, même si le licenciement est abusif. Trouvez-vous juste que celui-là, qui a fait 15 ans, 20 ans dans un service et qui a été loyal, qui a été travailleur, parce qu'il a un problème personnel avec le patron, qui se fasse renvoyer avec des indemnités de 9 mois maximum. C'est là la question. Je pense que même sans cette loi, avant que cette loi ne soit votée, vous pouvez faire 25 ans dans l'administration pour une faute grave. Vous pouvez écoper des sanctions dans l'administration. Je suis conscient et content de ce que mon ami d'en face parle de ce que nous sommes tous les Béninois, même si par moment, il ne reconnaît pas tout le monde étant que Béninois. On doit pouvoir éviter des propos racistes comme ça, parce que le Bénin appartient à nous tous. Vous l'avez mal compris. Parce qu'il a dit que des gens sont là et qui ne sont pas des Béninois. Alors qu'il a dit que le Bénin est indivisible. Il n'a pas voulu. Non, j'ai jamais dit ça. Voilà, ce n'est pas rectificatif. Vous ne pouvez pas j'ai dire dit nous sommes tous des Béninois. Mais il y a ceux-là qui sont des fils des Béninois. Il faut comprendre ce que je dis. Il ne faut pas faire de l'amalgame avec ce que je dis. Les fils des Béninois. Est-ce que vous comprenez? Nous savons de quoi nous parlons. Et si nous voulons aller de fond en comble à l'explication des choses, il va falloir nous laisser détailler pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous n'allons pas faire ce débat ici. Ce n'est pas le lieu ni le moment. Et puis nous allons avancer dans ce débat sur les enjeux. Monsieur le journaliste, la loi sur l'embauche pour vous est humainement inacceptable. Monsieur le journaliste, je pense que ça peut pouvoir recadrer l'administration. Cette loi vise à regarder l'administration, mais vous avez exposé votre vision des choses. Cette loi vise pour vous à rendre précaire l'emploi et à permettre aux entreprises d'exploiter à volonté les employés. Donc, vous savez, c'est une autre forme d'esclavage. Oui. Qui a été voté à l'Assemblée nationale. Sur ce volet, et qui a été même, je ne sais pas, sur ce volet, par le chef de l'État à l'extérieur. Il faut décourager cela. Il faut décourager. C'est pour cela qu'il nous faut un balai citoyen pour balayer tous ces députés qui ont voté cette loi-là. On en a besoin parce que c'est grave si on continue. Pour aller à l'Assemblée, vous n'avez pas besoin de jeter de l'opprobre. Si on continue d'y aller comme ça, si on continue d'y aller, les gens, ils vont mettre ce pays-là dans la boue et qu'il ne faut pas laisser. Parce qu'au moment opportun, les gens viendront vers nous. Pour dire, vous étiez où lorsque ces gens étaient en train de mettre le pays dans cet état-là. Si on n'a pas l'habitude de le dire et afin d'échanger avec eux et de les éclairer davantage, vous et moi, nous serons tous des complices. Et pour ne pas être complices, il faut accepter à ce que nous puissions dire ce qui n'est pas bon. Et nous puissions accepter ce qui est bon. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons compris. Vous voudrez une administration anarchique. Nous avons compris. Nous sommes ici. On va reprendre nos esprits. En tant qu'intellectuels, en tant qu'universitaires, qu'on puisse traiter les choses, analyser de façon objective. C'est au nom de cette option, vous voulez une administration. Vous l'avez dit. On n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit ça. Nous allons avancer. Qui est encore plus grave, il dit je mens. Nous allons avancer dans ce Bouga. Les téléspectateurs voudraient bien qu'on avance dans ce débat. Bouga Koupaki. Faisons des débats objectifs. Salut Adamou, Bouga Koupaki. Nous vous avons compris, nous avançons. Avant de parler du contrôle de l'action gouvernementale, un tour rapide sur l'animation de la vie politique par les députés de la 7e législature. Le Parlement a été très actif et bouillant en fin de règne de Boni Yayi. Mais ce Parlement s'est totalement métamorphosé sous la présidence de Patrice Talon avec une docilité époustouflante. À l'exception de la minorité, le bloc dit de la majorité parlementaire, riche de 60 députés, n'a souvent pas soutenu les cris de la population sur les casses, la multiplication des taxes et l'augmentation du coût d'Internet. Comment comprendre cette mutation-là de nos députés très bouillants sous Boni Yayi, la première, sinon la dernière année de Boni Yayi, et que ce Parlement-là présente cet aspect sous le régime du président Talon. Je pense que c'est peut-être que vous ignorez la fin d'un règne. Ce n'est pas la fin du règne de Boni Yayi qui a été le premier exemple dans la vie politique de notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin d'un règne, il y a toujours des questions de repositionnement, les différentes, je dirais, mutations qu'on peut observer au niveau de la classe politique et les revirements politiques qu'il peut y avoir. Donc, la fin du régime de Boni Yayi, vous avez constaté avec moi peut-être des gens qui ont été envoyés par ce même président de la République ou bien de son parti politique sont devenus peut-être des adversaires avec lui au Parlement, ainsi de suite.
suis donc, c'est de la vitalité, c'est du dynamisme de notre Parlement, et on ne peut pas ne pas reconnaître que notre démocratie est en marche. Et c'est ça, je demande à tout le monde, il ne faudrait pas qu'on pense que l'opposition est une fin en soi et que peut-être la mouvance est une fin en soi. Du tout pas. Le pays appartient à nous tous. Et même si on se dit aujourd'hui, on ne tient pas le même discours avec le gouvernement en place, on doit pouvoir avoir de la retenue et être quand même en mesure de dire ceci c'est bon, ceci ce n'est pas bon, au lieu de penser que tout ce qui est fait depuis 2016, c'est zéro, ça ne veut rien dire, alors que les gens ont fait 10 ans, on n'a pas eu de résultat. Donc on ne peut pas se mettre dans cette logique-là parce qu'on veut critiquer, on veut détruire, on veut empêcher l'autre de faire pour continuer à faire je dirais de la dilation. Je pense qu'on doit pouvoir éviter cela. Quand nous prenons, par exemple, lorsque vous pensez que sous le règne du président Patrice Talon, que les députés sont dociles. Du tout pas. C'est une question de ce que les choses, tout le monde était conscient de ce que le pays n'allait pas et que les réformes étaient obligatoires. Qui dit le contraire sera décoré. Tout le monde était conscient de ce que le pays, ça n'allait pas. Il faut reformer les choses, il faut réorganiser les choses, il faut repartir sur de nouvelles bases. Donc, ceux-là qui ont porté quand même, qui ont donné leur poitrine pour ce sacrifice, on ne doit pas quand même penser qu'ils sont bêtes. On ne va pas dire qu'ils sont méchants, ils sont inhumains. Du tout pas. On doit pouvoir savoir que tous les sacrifices qu'il faut avoir dans un pays surtout comme le nôtre, où on n'aime jamais faire les choses telles qu'elles doivent être faites, mais qu'on aime végéter dans ce qui est anormal, et c'est ce que nous certifions, on doit pouvoir quand même commencer par comprendre qu'il y a, pour une fois, les députés de la 7e législature ont compris qu'avec un système du nouveau départ, et que les choses doivent être reprises fondamentalement pour que le pays donne un éclat intéressant, un pays quand même qui, au vu au su de tout le monde, à l'interne comme à l'externe, donne, je dirais, un espoir de vivre, de continuer à faire peut-être des affaires, continuer à faire à observer tout ce qu'on doit observer, peut-être exercer pratiquement ces activités. Et je pense que quelqu'un ne doit pas être déçu de ça. Donc on ne peut pas comprendre que celui qui décide d'aller avec la majorité est bête et c'est celui qui décide d'aller avec la minorité qui est intelligent. On ne peut pas continuer à insulter l'intelligence des gens alors qu'on sait qu'on est dans une posture qui ne permet pas de faire avancer les choses parce qu'on n'a pas réussi tel élément dans un mandat. On ne voudrait pas que celui-ci, ça soit en son temps que les gens ont réussi cette affaire. Donc je pense que c'est difficile de dire aujourd'hui que les députés hier étaient dociles. Par rapport à quoi? Ils étaient dociles par rapport à quoi? Ils sont capricieux par rapport à quoi? Je pense que les intérêts, peut-être, de la nation doivent être au-dessus des intérêts égoïstes, comme je le disais, et je vais continuer à le marteler, qu'on ne peut pas continuer à dire nos intérêts personnels. Et c'est ce qui est en train de tuer les formations politiques. Et on dit, non, je ne vais pas laisser mes effigies, mes attributs pour quiconque, et que je dois continuer à préserver tout ce que je sais, parce qu'on sait qu'on doit continuer à prendre les partis politiques ou les formations politiques comme un élément de commerce. Ce n'est pas possible. Adamou, comment vous expliquez cette mutation, cette transformation de nos députés qui, je le disais tantôt, étaient très actifs, bouillants, sous Boni Yayi, sinon la dernière année de Boni Yayi, et qui, ces mêmes députés, ceux qu'ils ont eu peut-être à dénoncer sous Boni Yayi, ces mêmes députés sont aujourd'hui dociles, nous allons le dire, sous le président Talon. Comment l'expliquez-vous? Monsieur le journaliste, c'est facile. Moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Mais pas le bon chemin. Naturellement. Vous savez, monsieur le journaliste, Patrice Talon avait dit quelque chose. Il dit qu'il va tenir les grands électeurs. Non. Vous savez, écoutez-moi. Il faut indiquer le cadre dans lequel le président tenait ses propos. Quel que soit le cadre, il a dit et il est en train de le pratiquer. Il n'a pas dit que lui tiendra les grands électeurs comme ça. Il expliquait que dans les pays comme le nôtre, d'accord. Si un président qui ne fait rien veut gagner, la manière dont ce président peut procéder, c'est ce qu'il disait. Il ne disait pas lui. Dans son explication, il ne fera pas de réforme aussi. Dans son explication, merci beaucoup. Dans son explication, il a dit, mais c'était juste une explication.
Mais nous avions constaté aujourd'hui que cette explication est traduite en réalité. Parce que tous ces députés qui sont là, tous ces députés, presque tous les 83 députés, il y a dit presque, ont des dossiers. Et Patrice Talon ne va pas sur 4 chemins. Hein. Non. Tu le soutiens ou il t'envoie en exil ou bien il t'envoie en prison. Vous savez, c'est clair. Moi, je dis, je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire les 4 chemins. Mais nous allons passer par le bon chemin. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin parce que nous n'allons pas dire cela. Nous n'allons pas dire cela, M. Saliou. C'est le président de la République. C'est la première personnalité que nous respectons beaucoup. Et nous n'avons pas les preuves qu'il agit comme vous le dites là. Vous savez, on peut soupçonner, mais que ça reste à l'état de soupçon. Car écoutez, monsieur le journaliste, que ça reste à l'état de soupçon, puisque là, nous avons le devoir de dire avec preuve ce qu'il est aux populations et nous ne pouvons pas avancer des affirmations gratuites. Donc, je nous invite à prendre le bon chemin et à dire les choses avec les bons mots. Monsieur le journaliste, vous savez que nous sommes au Bénin. Bien évidemment. Hier ou avant-hier, des gens ont brandi des preuves. Pourtant, on ne les a pas accordé ce qu'ils veulent. Donc même preuve, avec preuve ou pas, le Bénin a déjà changé. La démocratie s'est transformée en plutocratie. Et c'est pourquoi nous disons, seules les choses qui ne s'achètent pas peuvent évitablement nous rendre heureux. Mais les choses qui s'achètent et qui s'achètent ne peuvent jamais nous rendre heureux. Je ne dis pas que les députés sont achetés. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais maintenant, même si c'est ce que vous dites. On laisse M. Saliou, il ne l'a pas dit. Mais pourquoi il rappelle? Il ne l'a pas dit, laissons-le continuer. Vous expliquez tantôt comment les députés ont muté. C'est ce qu'il dit. Monsieur le journaliste, les députés aujourd'hui sont à la solde du président de la République. Ça, c'est clair. Nous sommes d'accord. Écoutez, nous sommes d'accord qu'il faut faire des réformes. On n'a jamais été contre les réformes. Et je viens de donner tout à l'heure l'explication d'une réforme. Il faudrait que la réforme soit inclusive. Qu'on ne pense pas qu'on est le seul intelligent dans le pays. Parce que vous avez vu tous les acquis démocratiques qui ont été détruits par ce régime-là. Le régime pense que tout ce qui a été fait n'est pas bon. Maintenant, il faut tout casser et reprendre. Ça veut dire quoi? C'est ce que nous disons. Et ce qui se passe actuellement... Non, s'il a des exemples. Et ce qui se passe actuellement, surtout à l'Assemblée nationale, mon cher ami journaliste, vous savez, hier, on avait des télécommandes qui étaient en France et qui télécommandaient à tout le monde, tous les députés. Et Patrice Talon lui-même l'a avoué dans l'une de ses vidéos que c'est lui qui avait l'habitude de financer tous les partis politiques au Bénin. Il a avoué. Aujourd'hui, celui qui finance les partis politiques devient président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous ne pouvez rien. C'est fini. Et c'est pour cela, pour les détruire définitivement, on les a contraints à un rassemblement qui est en train de poser problème aujourd'hui. Les réformes du système partisan. Nous sommes dans un pays démocratique. Et puis, nous sommes dans un multipartisme intégral. On n'est pas dans un multipartisme restreint. Et c'est eux, ils ont cassé le multipartisme intégral à un multipartisme restreint. Ce qui n'est pas bien. Ils ont touché, ils ont piétiné la Constitution. Ils nous parlent de démocrates, de démocratie. C'est qui le démocrate? Le démocrate n'est pas celui qui piétine les lois et ordonne et contraint l'autre à respecter la loi. Le démocrate, non. Le démocrate, d'abord, c'est lui-même, c'est d'exemple. Il respecte les lois. Et même si vous ne demandez pas aux uns et aux autres, ils seront obligés, dans la triste obligation de vous suivre. Mais vous ne le faites pas et vous demandez aux gens, vaille que vaille, de respecter. Non. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est la raison qui sous-tend, qui explique aujourd'hui ces députés qui sont à la solde du président de la République et qui le respectent. Mais bon, parce que vous et moi, comme l'a dit Lénine, s'il y avait de sincéromètre, on allait mesurer le degré de sincérité de chacun de nous. Malheureusement qu'il n'y a pas de sincéromètre. Seul, Dieu seul sait ce que chaque député a dans son cœur. Mais les faits qui nous prouvent qu'ils sont avec Patrice Talon, on attend de voir d'ici là. Parce que ces députés que nous avons, c'est des députés c'est des députés commerçants, entre griffes. Non, nous n'allons pas le dire. C'est des députés. Non, ce sont des représentants. Je dis, ce sont des représentants du peuple. Écoutez, ce sont des représentants du peuple. Ce sont des représentants du peuple. Mais il faut comprendre, monsieur le journaliste, il faut comprendre que lorsque vous représentez un peuple, il faut faire ce que le peuple a demandé de faire. Il ne faut pas faire votre propre volonté, on ne peut pas faire la volonté du chef de l'État. C'est ce que nous disons. Lorsque vous, journaliste, vous êtes élu dans une circonscription donnée et que vous allez à l'Assemblée nationale, il faut de fond en comble
suivre ce que la population vous dit. Ce n'est pas une raison pour les à traiter cause de d'autres choses députés commerçants. qui sont peut-être des intérêts personnels à vous, vous ne faites que la volonté du chef de l'État. Il faut faire la volonté du peuple. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons aux uns et aux autres. Faites la volonté du peuple parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Nous n'allons pas laisser les gens piétiner le peuple. Nous n'allons pas continuer à voir et laisser les gens laisser les gens nous faire, comment on l'appelle, avaler la couleuvre. On ne va pas accepter cela, monsieur le journaliste. Et c'est pour cela que je dis, les raisons qui sous-tendent cette posture des députés, hein, aujourd'hui, c'est ça. Parce que hier, ces députés n'étaient pas les mêmes. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils ont eu leur compte, les intérêts, c'est là, tout est là. Bon, il n'y a pas de souci, on peut évoluer. Mais n'oublions pas qu'ils sont en train de mettre le pays dans un chaos. Parce que lorsque vous êtes député et vous votez une loi, la loi est votée pour le peuple. Ce n'est pas pour votre propre famille. Ce n'est pas pour votre petite famille ou la grande famille. Mais c'est pour toute une nation. Et vous votez des lois, les yeux fermés. Parce que moi, j'ai vu des députés, même devant le président de la République, et le président de la République était en train d'échanger avec ses députés, mais ces députés sont en train de dormir. Non, mais non. Non, il faut finir avec ça, monsieur le journaliste. Il faut finir avec ça. C'est pourquoi nous disons qu'il faut un balai citoyen pour balayer définitivement. Et ce sont ces mêmes députés qui sont positionnés sur un certain nombre de listes, des listes frauduleuses aujourd'hui. Non, il n'y a aucune liste frauduleuse ici. Nous allons vous apporter les preuves tout à l'heure, monsieur le journaliste. Mais en attendant, ce sont ces mêmes députés qui sont positionnés sur ces listes. En attendant les preuves, nous suspendons cette discussion. Monsieur Saliou, non, je pense que un mot, il y a des comptes vérités. Rapidement. Il y a des comptes vérités que mon ami d'en face. J'ai bien l'impression qu'il doit pouvoir dépassionner le débat parce que j'ai l'impression que apparemment il n'est pas béninois. Mais maintenant, il est béninois. Non, j'ai dit apparemment. Non. Même dit apparemment parce que en l'écoutant, nous allons remettre la nationalité de personne en cause. Non, j'ai dit apparemment parce que c'est tout comme si. D'accord, il n'y a pas de problème. Il est un spécialiste. Il est un spécialiste qui reconnaît les Béninois. Non, c'est bien. Non, c'est vous qui parliez tout à l'heure avec des expressions. Non, pas revenir en arrière. Non, du tout pas. Il inventait des expressions sur lesquelles je voudrais qu'il doit pouvoir, dans un pays sérieux, il doit présenter les excuses aux députés, des élus du peuple, et qui ont veillé, fait des travaux pour la nation, qu'on balaie toute go de revers de la main, pensant qu'on est plus intelligent que ceux-là. Je crois on peut faire des erreurs. Vous parlez tout comme si. Vous n'avez jamais été député, vous et moi, et vous ne savez pas comment l'Assemblée fonctionne. Comment est-ce que les gens travaillent? Vous ne pouvez pas rester dans votre maison, ici, assis, pour dire qu'ils ne sont pas sérieux, ils dorment, et qu'ils sont à la solde du chef de l'État. Du tout pas. Un député est responsable des actes qu'il pose. Et vous devez savoir... Pas les députés béninois, certains députés béninois. Je dis bien, chaque député à l'Assemblée a été mandaté par une population. Il va à l'Assemblée pour un travail et je pense qu'il est conscient du travail qu'il va faire là-bas. Et ce que la population doit faire, c'est de demander des réductions de comptes et qu'il fasse des réductions de comptes à ses mandats. Donc on ne peut pas dire que les gens sont à la solde du chef de l'État. Le chef de l'État a voté quelle loi à l'Assemblée? Le chef de l'État n'est pas député. Les députés ont travaillé. Mais ils ont rendu... Non, c'est des allégations. Les députés sont indépendants. Mensongères. N'est-ce pas? Les députés sont le chef de l'État lui-même l'a dit. Non, il a dit. Il faudrait que je lui rappelle. Il rafraîchisse la mémoire. Le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a dit ceci. Je cite. Nous allons calmer le débat. Si tu ne veux pas me laisser parler, je te laisse parler. Nous allons Parce que c'est mon tour de parole. Tu as dit des choses qui ne sont pas vraies, mais si tu le dis, si tu prends la responsabilité de porter garant, mais je dis qu'il doit présenter des excuses aux députés parce que le travail qui est fait, on peut leur reprocher un certain nombre de choses, mais pas ce qu'il est en train de dire. Boga Koupaki, nous vous laissons la liberté s'il ne le fait pas, moi, je présente dans son nom des excuses aux députés. Non, pas en son nom, il est là. Je ne vous ai pas demandé ça. Vous avez la liberté d'apprécier. Vous avez la liberté d'apprécier les députés. Au nom de la fraternité, je le fais pour toi. Non. Parce que vous n'avez pas été député. Boga Koupaki. Mais si vous voulez aller à l'Assemblée, c'est pas comme ça, se comporte aussi. Vous avez la liberté d'apprécier les députés. M. Saliou Adamou a la liberté de ne pas les apprécier. Mais pas pour les insulter. Il n'a pas insulté. Il n'y a jamais eu d'insulte. Il n'a jamais eu d'insulte sur ce plateau. Et nous terminons cette première partie sur le bilan de la 7e législature avec le volet, je le disais tantôt, du contrôle de l'action gouvernementale. En janvier 2018, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Ondété, faisait un bilan amer de la performance du Parlement en 2017. Je cite, sur 16 questions d'actualité posées au gouvernement, 9 ont été examinées.
Sur 60 questions orales avec débat posées au gouvernement, 18 seulement ont été examinées. Sur 14 questions écrites adressées au gouvernement, aucune réponse n'a été enregistrée. En 2017, le Parlement a mis sur pied 2 commissions parlementaires d'enquête. Les rapports des 2 commissions sont toujours attendus, a fait savoir Eric Rondeté. Comment expliquer cela quand nous savons que le gouvernement dispose de 30 jours pour répondre aux questions écrites des parlementaires, que le gouvernement décide délibérément de ne pas répondre aux questions du gouvernement? Je pense que je ne suis pas législateur. Le fonctionnement, celui qui vient parler et qui fait le bilan amer, vous connaissez sa posture et peut-être il n'a pas dit pourquoi le travail n'a pas été fait. Je n'ai pas moi de le dire ici parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont travaillé en tant que vice-président de l'Assemblée. Ce n'est pas à moi de justifier comment le travail a été fait. Normalement, si dans leur règlement intérieur, comment est-ce que le travail doit être fait, s'ils arrivaient à respecter cela, parce que personne n'a refusé au vice-président de l'Assemblée de faire son travail, sinon il allait le faire, il allait le dire également dans son bilan. Donc on sait peut-être que chacun joue son rôle. Nous sommes en politique, on ne doit pouvoir pas perdre ça de vue. Bouga Koupaki, rapidement, Oui. quand vous entendez que le gouvernement n'a pas répondu aux questions des députés, ça vous fait quoi dans un État démocratique? C'est la relation Assemblée-gouvernement. Qu'est-ce qui a été, en fin de compte? Quelles sont les voies et moyens pour le faire? Qu'est-ce que la loi prévoit? Est-ce que ces députés ont pu acclencher, d'accord, le processus pour avoir gain de cause? C'est de ça qu'il s'agit. On doit pouvoir demander à savoir, est-ce que le rôle que chacun doit jouer... S'il y a d'autres procédures à enclencher pour obliger le gouvernement, nous savons que ça n'a pas été fait. Donc, voilà. Est-ce que le gouvernement est également nécessaire? En termes de contrôle est-ce que le gouvernement est obligatoire? En termes de contrôle de l'action gouvernementale, comment qualifiez-vous la 7e législature? La 7e législature. Comment la jugez-vous? Ce n'est pas la 7e législature, il faut commencer par qualifier. Il faut qualifier de la première à la 7e. Parce que quoi? Ce n'est pas parce que vous savez avec moi que vous militez dans des associations, vous militez dans des mouvements et que les commissaires aux comptes, d'une manière ou d'une autre, ne s'érigent pas en exécutif. En un mot, contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale, vous la jugez? mais la 7e législature a fait ce qu'il peut et le gouvernement aussi a fait ce qu'il peut. Voilà. Merci. Là où nous en sommes. Adamou, on n'est pas dans le secret des dieux. À partir du 6 avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une Assemblée nationale. On a une Assemblée nationale. Nous avons un gouvernement bis. Il faut écouter. Dans ce pays, on a entendu payer. Nous avons un gouvernement bis. On n'a jamais eu une Assemblée nationale. Nous allons laisser. J'explique. Nous allons laisser Saliou, mais Monsieur Saliou. Non, avant de poursuivre, nous avons une Assemblée nationale. Mais cette Assemblée-là, je viens de vous présenter un bilan de l'année 2017 sur le contrôle de l'action gouvernementale. Si on avait une Assemblée nationale, le gouvernement devait respecter l'Assemblée nationale. Le gouvernement devait respecter l'Assemblée nationale, ne pas répondre au questionnement de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bien. Le gouvernement a frein la loi. Et c'est ce que nous disons. Parce que lorsque vous posez la question, les gens essaient de contourner parce qu'ils savent que là, ce n'est pas bien. Vous savez, il ne faut pas contourner les questions. Il faut dire ce qui est. Ce n'est pas bien et il faut accuser le gouvernement. Ce n'est pas bien. Donc on retient que la 7e législature n'a pas été dynamique en matière de contrôle de l'action gouvernementale. C'est ce qu'on peut retenir. C'est le gouvernement qu'il faut accuser. Vous savez, on dit l'Assemblée nationale contrôle l'action gouvernementale. Mais bientôt 3 ans, l'Assemblée nationale n'a jamais contrôlé l'action du président de la République. Et vous accusez le chef de l'État? Nous avançons. Le temps. Ils sont contraints. Le temps joue contre nous. Ils sont contraints. Une transition avant de parler des enjeux des législatives de 2019, parce que le bilan de la 7e législature nous permettra d'aborder les enjeux. Et non seulement le bilan de la 7e législature, mais comme je le dis, une transition avant de parler de ces enjeux. Nous parlons des irrégularités ou bien des imperfections qui entachent le processus électoral et plongent le pays dans une crise préélectorale. Nous savons que les partis d'opposition ont été recalés, que les accusations... Le chef de l'État a été accusé de vouloir empêcher les partis d'opposition de participer à la compétition.
La Sénat aussi est accusée de s'être enlisée dans des compromissions avec le bloc républicain et le parti progressiste, l'Union progressiste, en ne rejetant pas ces dossiers, alors même que ces partis n'ont pas respecté toutes les règles du jeu. Et ça, c'est le Parti du Renouveau démocratique qui a été recalé, qui a apporté cette preuve-là. Et malgré cette preuve apportée par le PRD devant la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a quand même validé les récépissés délivrés par la Sénat. Donc, nous sommes dans une situation où la Sénat est contestée, la Cour constitutionnelle est contestée, le président de la République est accusé. Comment peut-on analyser cette crise préélectorale? Bouga Koupaki. Je vais le dire également une fois. Je pense que cette question qui défère la chronique, qui fait couler d'encre de salive depuis quelques jours, n'est pas pour nous une surprise. Au sein de l'Union progressiste, ce n'est pas une surprise parce que nous savons, comme je le disais à l'entame, que les gens ne veulent pas aller aux élections et normalement, on ne devait pas les forcer à prendre part à une élection. Mais vous savez également avec moi que lorsque une loi est votée, elle devient une loi que tout le monde doit respecter. Et que le discours qui doit être autour de tout ça doit être classé, ramassé, mis dans les placards et qu'on fait face aux exigences. Mais ici, je dis bien. Ici, Bouga Koupaki, le document. On n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau. Parce que c'est des étapes. Lorsque vous n'allez pas au-delà, vous m'avez posé une question. Lorsque vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, c'est nous qui sommes des personnes indécées. Vous êtes conscient avec moi que des rencontres ont été faites avec le chef de l'État, par, vous permettez la tautologie, avec la classe politique. Et vous allez constater également avec moi que le président du PRD affirmait au Palais de la République qu'il y a eu des voyous qui se sont mis sur les listes et ces personnes doivent être poursuivies. Mais des voyous, des doublons. Et en fin de compte, la Sénat qui, logiquement, ne fait que respecter les tests, on l'accuse. Et puisque vous savez également, nous on sait que nous sommes en politique et que tous les coups sont bons. Et les gens commencent par créer des choses et peut-être aller au-delà. La Sénat a rendu public les motifs de rejet des dossiers de candidature. Et je pense que tout le monde a vu ce que la Sénat a dit sur les 7 partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature et que d'abord, 2 n'étaient même pas allés jusqu'à l'étude et les 5 qui ont été étudiés, vous avez eu le résultat de ces 5-là et les avis motivés ont été lus par la Sénat. Et vous trouvez qu'il faut créer une situation parce que vous n'êtes pas à jour et que vous reconnaissez, vous n'êtes pas dans la course, vous voulez créer une situation pour penser que ça va empiéter sur l'organisation des élections. Je pense que le génie béninois doit pouvoir continuer à animer les Béninois pour qu'on puisse éviter l'impasse que les gens veulent coûte que coûte qu'on crée. Parce que lorsque vous voyez que les gens sont accusés aujourd'hui à tort et à raison, les gens disent même que l'Union progressiste et Bloc républicain sont des partis du chef de l'État. Non, si à un moment donné, le chef de l'État a joué à la médiation, a joué peut-être au facilitateur pour que les partis qui l'entourent puissent aller dans de grands regroupements et répondre aux exigences de l'achat des partis politiques, au système partisan. On ne peut pas dire que ce sont les partis. Vous allez voir que Moël Bénin, le PRD même qui est de la mouvance. Dans le vif du sujet, évidemment. Le PRD a accusé la Sénat d'avoir favorisé le Bloc républicain et l'Union progressiste. Selon le PRD, les dossiers de ces 2 partis devaient être aussi rejetés. Et avec le projet de compte-rendu signé par le commissaire Oumbedi, on peut lire que le logo manquant de l'Union progressiste a été introduit au dossier postérieurement au dépôt de sa déclaration de candidature et que le signataire de cette déclaration ne justifie pas avoir reçu mandat à cet effet. Alors, quand ce document n'a pas été contesté, mais qu'il a seulement été dit que c'est un document confidentiel et qu'il y a recel de documents administratifs et donc que le contenu ne pose pas problème, comment peut-on comprendre qu'on a interdit à l'ensemble le rajout de pièces postérieurement au dépôt
mais que dans un rapport d'un commissaire de la Sénat, on note qu'un parti a ajouté un logo après le dépôt. Je pense que vous me suiviez tout à l'heure que c'est un coup politique. C'est un coup politique pour faire croire aux gens que les partis de la... Mais vous ne contestez pas le document. Je dis que c'est un coup politique, ça veut dire que je conteste le document parce que ce n'est pas la décision de la Sénat. Le document, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le document qui n'est pas contesté par la Sénat, ni par les représentants de l'Union progressiste et du bloc républicain devant la Cour constitutionnelle, vous contestez ce document ici. Je ne suis pas à la Sénat et je tiens compte de la déclaration de la Sénat pour juger ou les avis motivés qu'il a eu à donner sur chaque liste. Vous contestez que le logo du parti Union progressiste n'a pas été rajouté postérieurement au départ. Vous avez vu avec moi que dans le communiqué de la Sénat, ce n'est pas ça. Si vous voyez que le président du parti PRD, son enfant est un commissaire, non, mais le bon sens nous recommande quand même de voir les choses au-delà de ce que nous sommes en train de lire. Donc vous contestez le document. Mais je vous dis que c'est un truc politique pour pouvoir dire que tout le monde n'est pas à jour. Alors même que la Sénat ne conteste pas le document. Mais la Cour constitutionnelle a dit quoi? La Cour constitutionnelle confirme la Sénat dans sa démarche, mais ne conteste pas le document. Mais vous contestez. Est-ce que c'est un document de la Sénat ou d'un individu de la Sénat? Est-ce que l'individu est au-delà de la Sénat? Mais qui n'a pas de voix de délibération ou qui n'a pas de voix lui seul pour dire quelque chose? C'est une manière de mettre, peut-être vouloir mettre en difficulté les élections ou de mettre en difficulté les élections. L'Union progressiste ne se reproche toujours rien. Du tout pas, parce que nous on est à jour. Monsieur Saliou, toute cette crise préélectorale sans précédent. On se crée des crises pour pouvoir empêcher l'autre d'organiser les élections. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est pas possible. Non, vous lui avez donné un bon temps. Il faut me le donner aussi. Bien évidemment. Et vous savez, ça me fait très mal que j'ai quelqu'un de ma génération qui n'est pas objectif devant nous. Donnez votre Parce avis. que la Cour constitutionnelle n'a jamais contesté ce document-là. Ni la Sénat. Et que c'est mon ami qui conteste ça? Je dis, est-ce que c'est la Sénat? Écoutez-moi. C'est pas une déclaration de la Sénat. Quel a été le verdict de la Cour constitutionnelle? Écoutez-moi. Moi, je suis démocrate. Laissons M. Saliou parler. Écoutez-moi, ça me fait très mal. Mais ce n'est pas grave, parce que la tu auras plus mal parce que moi, je dirai la vérité. Non. Parce que la vérité... Nous n'irons pas là, monsieur. Parce que la vérité va finir par triompher. Et c'est le début du commencement. Hein? Comment se fait-il que la Sénat a invalidé toutes ces listes-là et que c'est les listes qui sont à la solde de Patrice Talon qui sont retenues? Et c'est grave. Nous dirons écoutez. Les listes pro-talon. Les listes pro-talon. Moël, donc, laissez Moël. Moël est créé pour une autre pas mission. d'accusation. La belle preuve, le président de Moël Béni aujourd'hui a fait une déclaration disant qu'il est prêt, le parti est prêt pour ne plus participer aux élections. Parce qu'ils ne sont pas à jour. Écoutez très bien. Seul ce parti politique, nous savons comment les choses se passent et personne ne peut tromper quiconque dans cette république-là. Ce que nous disons, allons terre à terre. Il ne faut pas embrouiller des gens avec la masturbation intellectuelle ici. Allons terre à terre. Nous disons que la Sénat a accepté ce papier, la Cour constitutionnelle. Et comment se fait-il que on a dénoncé quelque chose et vous demandez de preuve, on apporte la preuve et vous dites comment avez-vous fait pour avoir cette preuve? Nous sommes dans quelle république ça? République bananière, république de voyous? Non, il faut finir avec ça, monsieur le journaliste. Parce que ça a été dit et clairement sur ce papier. Et nous disons le mandat de la Sénat finit en 2021 et qui se rappelle que le peuple béninois peut les traduire, surtout à cause de ce papier-là qui circule aujourd'hui, qui est la véritable preuve, qui est un papier authentique des faits. Et ce qui est grave, c'est que nous n'attendons jamais la véracité des décisions de la part de la Cour constitutionnelle. Parce que toutes les décisions qui ont été prises par la Cour constitutionnelle, nous pensons que c'est des décisions qui ont été prises unilatéralement par Joël Djobénou. Et pas Joseph Djobénou, je m'excuse, pas Joël Djobénou. Parce que la Cour, c'est un collège de juges. Écoutez, je vais vous donner un exemple. La Cour, c'est un collège, mais la Cour a un président. Est-ce que vous comprenez? Et ce président prédomine sur tout le reste. Non, les textes de la Cour constitutionnelle sont clairs. Il n'y a aucune décision prise par la Cour constitutionnelle qui est en fait en faveur du peuple, sauf en faveur d'un seul homme. Parce que lorsque des gens ont apporté des preuves pour dire, monsieur le président, voici la preuve, il va falloir quand même
prendre la patience, examiner les choses avant de décider. C'est tout un jeu déjà planifié. C'est tout un coup déjà planifié. Il n'y a aucun coup. Dans d'autres pays, l'opposition refuse d'aller aux élections. Nous, on commande même les élections. On commande même les élections, on nous dit non, vous n'êtes pas à jour, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas à jour, vous n'êtes pas prêt. Si la Sénat veut nous dire les 4 vérités, que la Sénat sorte les autres dossiers et que devant les caméras, on puisse aller une à une sur ces listes-là et voir les réalités. Vous comprenez ce que nous disons? Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut aujourd'hui qu'on dissolve la Cour constitutionnelle, qu'on dissolve la Sénat, parce que c'est ce qui urge. C'est ce qui urge. C'est ce qui, parce que le peuple n'a plus confiance à cette Sénat qui est là. Le peuple n'a plus confiance à la Cour constitutionnelle qui est là. Le peuple n'a plus confiance au ministère de l'Intérieur. Le peuple n'a plus confiance à cette institution. Et le peuple, vous savez, on dit les décisions de la Cour sont sans recours. Mais il faut savoir quelque chose, que les décisions du peuple sont au-dessus de celles de la Cour. Parce que l'article 3 de notre Constitution dit quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple. Nous n'allons pas continuer de laisser les gens nous faire avaler la couleuvre. Nous continuons de le dire. Merci, monsieur Saliou. Parce que, monsieur le journaliste, il faut dire, et il faut interpeller le peuple le béninois aujourd'hui, à ce qu'on reste debout pour ce massacre. Les élections n'ont pas encore lieu. Et voilà des fraudes palpables qu'on nous montre. Et si les élections ont lieu, ce qu'on va faire, avant qu'on aille aux élections, il va falloir qu'on finisse vraiment avec la Sénat, qu'on réinstalle une autre nouvelle Sénat, la Cour constitutionnelle, pour que nous ayons plus, comment on appelle, des élections libres, transparentes et crédibles. Pour finir, je dis, monsieur le journaliste, Patrice Talon Parakou 2016 disait quoi? Il dit, je cite, il dit, nous allons lutter contre la fraude. Quand ça se voit dans la cité, la communauté globalement doit sanctionner. C'est le seul moyen de préserver la paix, l'intégrité et le progrès social. Donc, faire le contraire, ça ne va pas amener la paix, ni l'intégrité, ni le progrès social. Donc, nous sommes là en train de le rappeler pour qu'il puisse donner les ordres afin que ces listes faussaires, ces listes fraudulement acceptées par la Sénat puissent être rejetées, frauduleusement acceptées par la Sénat. Parce que la preuve est là. Parce que la preuve est là, monsieur le journaliste. Nous nous en tenons. Pas de dire la vérité. Sinon, au moment opportun, vous serez complice. Non, et si vous êtes complice, vous allez faire partie de ceux-là qui seront responsables des déconvenus qui vont en découler. Nous vous disons les 4 vérités, nous respectons la décision de la Haute Cour Mais je viens de vous dire tout à l'heure que les décisions de la Cour sont sans recours, d'accord. Mais la volonté du peuple est au-dessus des décisions du peuple. Nous vous avons compris. Nous avons compris. Nous allons avancer. L'enjeu de ces, sinon les enjeux de ces législatives sont très importants. Et pour apporter une solution à cette crise préélectorale, le président Patrice Talon a mandaté le président de l'Assemblée nationale pour que les lois soient revues. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, dans cet élan, a demandé à toutes les forces politiques de déposer un mémorandum de résolution, de solution sur sa table le lundi, ce qui a été fait le lundi passé. Ce qui a été fait le mardi, la conférence des présidents s'est penchée sur ces solutions-là et a mis sur pied comme on appelle, une commission de 5 membres qui doit réfléchir sur ces propositions-là et les donner. Et ces propositions, je crois que ce mercredi, cette commission a effectué ce travail. Et donc, ce jeudi, les choses devraient avancer normalement au Parlement. Et vendredi, les jours à venir, on pourrait avoir un projet de loi qui proposera la révision des tests et autres solutions pour sortir de cette crise préélectorale. Le président, me semble-t-il, a donné sa bonne foi là. Maintenant, nous allons revenir sur les propositions concrètes. Il paraît que les forces courir pour un Bénin émergent et restaurer l'espoir ont conjointement présenté leurs solutions. Des solutions qui se présentent comme suit: l'adoption d'une loi modificative à titre exceptionnel de la charte des partis politiques et du code électoral en vue de rendre inclusives les élections législatives d'avril prochain. La relecture du calendrier électoral dans le sens du report des élections législatives en tenant compte des délais constitutionnels. La délivrance sans délai du quitus fiscal à tous les demandeurs qui remplissent les conditions sans interférence politique et la suppression du certificat de conformité comme pièce à fournir dans les dossiers de candidature. D'autres partis politiques ont demandé qu'on suspende quelques alinéas de l'article 242 qui stipule qu'il faut avoir 10% des suffrages exprimés sur le plan national. Ils ont aussi demandé qu'un délai de 72 heures soit accordé aux partis politiques après dépôt des dossiers à la Sénat pour que, lorsqu'il y a des pièces manquantes, que ces partis puissent apporter ces pièces-là
au lieu qu'on ne rejette systématiquement les dossiers sans possibilité de rajout. Que pensez-vous de cette proposition de sortie de crise pour des élections pacifiques, transparentes et crédibles, Boga Koupaki? Je pense que je vais aborder la question que vous me posez, mais en attendant, c'est important. Nous irons très vite. C'est important de revenir là-dessus parce que vous me donnez souvent la parole en premier lieu de parler, mais quand j'ai eu des réponses, je n'ai pas souvent le temps de répliquer quand je suis indécis. C'est le moment, une fois encore, de commencer à se donner soi-même de confiance, à donner confiance à nos institutions de la République. Et je pense que on ne peut pas dire qu'on n'a pas confiance à la Sénat, on n'a pas confiance à la Cour. C'est un choix, c'est une liberté individuelle. Une liberté d'avoir individuelle, confiance ou mais pas. on ne finit pas d'apprendre, on peut continuer à apprendre aux gens, même sur un plateau de télévision. Nous vous aurons compris. Un coup de droit se livre, se donne à n'importe où, même sur un plateau de télévision, on peut se rappeler des coups de droit, des coups de comportement, on peut se rappeler un certain nombre de choses. Je ne vais pas aller au-delà parce que je suis en face d'un ami d'une génération, de ma génération, quelqu'un que je connais bien, et je sais peut-être le discours qu'il tenait hier, et je vois que c'est une question d'intérêt qui l'amène à avoir ce champ et ce sang. Sur la question posée. Ce sang-là, qui peut-être, je pense que ne vaut pas à sa faveur. Nous en venons aux enjeux. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Comment les analysez-vous? Oui, une analyse a commencé déjà par la bonne foi, la bonne volonté du chef de l'État, à savoir que lorsque nous sommes en train d'aller avec le système partisan que tout le monde a applaudi, au bout du rouleau, et que les mêmes formations politiques ont trouvé qu'il y avait des exigences un peu plus compliquées, un peu plus complexes qu'ils ne s'attendaient, ces partis politiques ne s'attendaient. Et vous allez voir avec moi que dans une administration, vous allez déposer un dossier, vous demandez qu'on vous décharge. Et c'est ce qu'on demande, la question de certificat de conformité pour les anciens partis qui se conforment aux exigences de l'achat des partis politiques et également le récépissé pour les nouveaux partis. Et je crois que les différentes propositions, le chef de l'État a demandé à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, de voir s'il y a une possibilité de faire des mesures. C'est fait, nous sommes avancés dans le débat. Et que vous allez voir également que l'Assemblée a joué son rôle. C'est le moment également de savoir qu'il y a une Assemblée au Bénin qui joue son rôle et qui continue jusqu'à présent à jouer son rôle. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'Assemblée, on ne peut pas dire que les députés ne font rien. Et ce sont les mêmes personnes qui travaillent aujourd'hui nuitamment. On a demandé que les gens veillent pour qu'on trouve. On va trouver ces solutions dans la nuit et tout le monde ira peut-être aux élections. Parce que moi, en tant que citoyen béninois, je suis précis. Pour rester précis et concis. Il faut expliquer un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de proposer, nous sommes en train de faire des analyses. Et pour faire des analyses, il faut faire un décryptage propre. Il faut faire un décryptage sur ces propositions concrètement. Ces propositions concrètes. Comment vous les analysez? Les gens font des propositions. Et il y a des propositions qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut retourner, aller annuler l'achat des partis politiques, le code électoral. Du tout pas. En se mettant en route pour aller aux élections, la seule chose qui cause problème aujourd'hui, c'est peut-être la pièce que la Cour constitutionnelle a rappelé, le certificat de conformité. Je pense que personne ne va nier. Sauf cette pièce-là, tout le monde serait allé déposer son dossier et il n'y a pas de problème. Si tout le monde avait la possibilité d'aller déposer son dossier et d'avoir son récépissé, il n'y a pas de problème. Suivez-moi, l'adoption d'une loi modificative à titre exceptionnel de la charte des partis politiques et du code électoral en vue de rendre inclusives les élections. La relecture du calendrier électoral dans le sens du report des élections législatives en tenant compte des délais constitutionnels. Quand l'opposition propose cela, comment prenez-vous ces propositions? Je dis bien, les propositions ont été demandées. Des propositions ont été faites. Mais je dis, quand je prends par exemple, concrètement dans ces propositions-là, revoir le calendrier et ne pas excéder les délais prévus par la loi, je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça. On doit pouvoir revoir le calendrier parce que jusque-là, normalement, la Sénat devait publier le déroulement des élections, peut-être les campagnes, un certain nombre de choses, le calendrier. Mais ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a déjà un retard. Mais on ne doit pas aller au-delà de la fin de la... Et ils sont d'accord. On ne doit pas aller
tout le Une monde partie, est parce d'accord. qu'il y a d'autres partis Il n'y a pas de problème. qui, dans leur proposition, ont demandé la suspension du processus électoral. Et ça, ce n'est pas une proposition. Ça, c'est resté également dans son coin. La proposition de FCBE de restaurer l'espoir qui propose qu'on puisse revoir un certain nombre de choses. La question de 10%, cette question-là, par exemple, moi, je l'accepte. Il y a déjà un élément déclencheur qui doit pouvoir amener tout le monde à revoir le calendrier, mais pas aller au-delà du délai imparti, parce que sur l'amendement on veut être également démocrate en respectant les tests. Mais pour l'amendement de l'article 242 qui parle de quota de 10%, je pense que lorsqu'on est en regroupement, ces questions-là, c'est dépassé. On ne peut pas dire aujourd'hui un parti qui se veut national ne peut pas dire qu'il faut avoir peut-être moins de 10%, du tout pas. Un parti qui représente toute la nation. Un député, c'est un représentant du peuple. Ce n'est pas un représentant de sa famille. Et tout ce qu'il fait, mais le système partisan, ce sont les avantages du système partisan. Un parti, pour être un peu plus relativement national, doit avoir un certain nombre de quitus du peuple. Et le quitus du peuple, c'est 10%, on n'a pas dit 100%. Hein. Ça là, il n'y a pas de problème. Je pense que Salou ne dira pas le contraire. Les propositions, vous savez, sont les bienvenues. Oui, sont les bienvenues et je partage toutes les propositions faites par déjà ces partis politiques qui ont déposé leurs propositions à l'Assemblée nationale, sauf les deux blocs, et qui, parce qu'il y a, en tout cas de leur côté, ils sont déjà validés, les deux partis politiques par la Sénat, et qui continuent, qui, de façon formelle, qui ne sont pas à jour, mais qui continuent de croire qu'ils sont à jour. On leur concède cela. La Sénat reconnaît qu'ils sont à jour. Parce que les propositions sont des propositions de sortie de crise. Le chef de l'État, si j'étais son conseiller, c'est qu'il doit continuer dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens qui tirent la queue du diable et disent au président de la République ne cède pas. On ne va jamais souhaiter ça. Mais quand il va s'agir demain de la Cour pénale internationale, c'est le chef de l'État, ce n'est pas celui-là qui le pousse. C'est pour cela, moi, je le conseille, s'il est en train de nous suivre actuellement, de continuer dans cette logique-là, de rassemblement de ces partis politiques, afin qu'il y ait une élection inclusive, afin qu'il y ait une élection libre, transparente, afin que toutes les formations politiques puissent s'exprimer politiquement dans le pays. C'est ce que nous allons souhaiter. Mais, dans le cas contraire, si un conseiller lui donne le contraire de ces conseils, qu'il fasse tout possible pour se libérer de ces conseils-là. Parce que ce ne sont pas des gens qui veulent la paix dans ce pays-là. Merci Saliou Adamou, le président de la Sénat convoqué à la brigade criminelle, le président du Parlement, des partis politiques qui déposent des résolutions sur la table du Parlement qui est au charbon pour revoir les tests en vue d'élections inclusives. Le Sénat a contesté une cour constitutionnelle, contesté un président soupçonné. Eh bien, c'est bien une crise préélectorale sans précédent au Bénin. Il faut le reconnaître. Et Bougakou Paki, quels sont alors, au regard de tout ce qui a été dit jusqu'ici, les enjeux de ces élections législatives d'avril 2019? Si élections il y aura, que gagne-t-on, que perd-on au Bénin avec ces élections? C'est évident que tout le monde continue de réfléchir dans l'intérêt supérieur de la nation parce que, je le dis et je vais toujours le marteler, ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Et le pays doit rester un et indivisible. Les élections qui sont constitutionnalisées, les élections qui sont véritablement cadrées par la loi doivent véritablement être respectées et rester dans le délai imparti par les dispositions légales. Nous devons aller aux législatives en avril ou en mai, selon les dispositions, les propositions qui seront analysées et amendées, mais on ne doit pas aller au-delà de cela. On doit respecter parce que... Au-delà de ça, vous l'avez dit suffisamment. Mais pour ces élections-là... Pour ces élections, on doit aller aux élections. C'est important. Que parce que gagnons-nous le pays, dans ces élections et que perdons-nous? Le pays gagne, dans l'évolution ou la vie réelle de sa démocratie, qui est toujours en pleine vitalité. Le pays gagne à ce que le renouvellement de la classe politique, qu'on le veuille ou non, des députés à l'Assemblée, vous verrez des gens qui ont fait la 7e législature, qui ne vont pas repartir, qu'on le veuille ou non. Vous allez voir de nouvelles têtes également à l'Assemblée.
on va gagner également, une fois encore, une certaine expérience de ceux-là qui ont peut-être d'autres visions de la chose, et nous allons vivre également d'autres réalités dans notre pays. Ma dernière question, Oui. Boga Koupaki. Est-il admissible que, à la faveur de ces élections législatives-là, le pouvoir exécutif, parce que nous l'avons dénoncé, le Maître Diogouin, le président Patrice Talon, avant qu'il ne soit président, tout cela ont unanimement lors de la campagne dénoncé le fait qu'un président qui a le pouvoir d'État, le pouvoir exécutif, ait encore la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Bénin ne perdrait pas si, à la faveur de ces élections, le pouvoir arrivait à avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Non, en quelques mots. Non, je pense que c'est une question qui n'a pas sa raison d'être, parce que nous sommes dans un état de droit et chacun a la possibilité de se positionner. Et mon vis-à-vis ne dira pas le contraire. On ne peut pas dire qu'on veut un pays où l'Assemblée est pour l'opposition et que le gouvernement, non du tout pas. Chacun travaille et que c'est une question de mandature, c'est une question de mandat, et que lorsque vous envoyez des gens à l'Assemblée qui représentent le peuple, c'est à vous de dire ce que vous voulez qu'ils fassent là-bas. On ne peut pas dire tout go que les députés ou l'Assemblée, la 8e législature, ne peut pas ne pas être. Parce que la couleur de la 8e législature ne peut pas être conduite avant les élections. Donc on ne peut pas dire également, pour faire une politique d'autruche, une politique également de la chaise vide, pour dire que les partis qui soutiennent le chef de l'État, et je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'à la fin du régime du président Boni Yayi, vous avez vu des députés, mais qui sont devenus aujourd'hui des députés de la mouvance. Ils étaient députés de la mouvance. Le président de la Boni Yayi terminé son mandat. C'est des députés qui ont continué dans la mouvance. Et peut-être c'est parce que le président de la République, Boni Yayi, est dans l'opposition aujourd'hui, qu'on pense que ces députés-là ne sont pas avec lui. Si le président de la République, le président Boni Yayi, avait continué dans la mouvance, on va peut-être dire qu'ils sont bons, ils sont des députés qui ont respecté tout ce qu'ils ont dit avant d'aller à l'hémicycle. Donc, du coup, on doit pouvoir savoir que... Salih Adamo, ma dernière question, les enjeux de ces législatives, est-ce que le Bénin gagnerait à avoir un parlement acquis à la cause du Patrice Talon, à la cause du gouvernement, ou un parlement dominé par l'opposition? Quels sont les enjeux? Ou bien est-ce que nous gagnerons à avoir un parlement où siègent désormais des jeunes qui sont capables, ou bien des hommes qui sont capables de faire le discernement en son temps lorsqu'il s'agira de l'intérêt supérieur de la nation? Quels sont ces enjeux-là de ces législatives? Ok, merci beaucoup. Vous savez, si les élections ont lieu, on va gagner dans la restauration de la démocratie. Parce que les acquis de la démocratie ont été détruits. Donc, il faut de nouveaux hommes, de nouvelles têtes pour restaurer cette démocratie-là. On va gagner. Mais ne pas organiser les élections, c'est de permettre... C'est de reculer. Exactement, de reculer. Et ne pas l'organiser avec les partis d'opposition. Non, exactement. Donc, tout le monde va... Si quelqu'un est prêt, va aller aux élections. Tout le monde, il n'y a pas de si quelqu'un est prêt. Tous les partis politiques... qui n'a pas déposé dossier d'aller aux élections. Tous les partis politiques iront aux élections. Ce qui est sûr, il n'y aura pas d'élection. Ce qui est sûr, il n'y aura pas d'élection sans opposition. Il n'y aura pas d'élection sans USL, il n'y aura pas d'élection sans FCBE, ni RE. Ça là, c'est clair, c'est connu. Donc, il ne faut même pas vous tablier sur les uns et les autres sur choses-là. Comment voulez-vous qu'on envoie Patrice Talon à l'Assemblée pour aller contrer Patrice Talon, président de la République? On ne peut pas le faire. Donc, Patrice Talon n'est pas candidat. Donc, l'enjeu réside... Monsieur Saliou, l'enjeu réside... Patrice Talon n'est pas candidat. Donc, l'enjeu se résume sur les élections proprement dites, transparentes, inclusives, le 28 soit au-delà, mais l'essentiel qu'on puisse respecter le délai constitutionnel le 15 mai. Et l'enjeu, c'est d'avoir, pour vous, c'est d'avoir des députés. Non. Naturellement, l'opposition aura la majorité, ça là c'est clair, il n'y a même pas de souci à se faire. Parce que la marche du lundi passé, lorsque vous regardez, vous allez sentir réellement la fièvre. Et c'est parce que ces hommes politiques-là ne sont pas encore prêts à leur échec, qu'ils sont en train de mettre la roue et le bâton dans la roue de l'opposition. Et c'est pour cela que je vous dis, pour finir, l'opposition a son fief un peu partout dans le pays, mais nous ne savons pas quel est le fief des autres. M. Boga Koupaki, votre mot de la fin, en quelques secondes. Non, le pays, le Bénin doit continuer à être un pays de paix, quel que soit notre bord politique.
nous devons travailler, être au-delà de nos intérêts égoïstes, personnels, de pouvoir savoir que dès que c'est bon et qui participe à la construction légale, équitable, équilibrée et durable du pays, on doit pouvoir le reconnaître. Et nous devons également jouer notre partition pour l'édification, d'accord, apporter notre pierre pour pouvoir construire ce Bénin-là et de ne pas végéter dans des suspicions, dans des soupçons, dans des, je dirais, des jugements à tort, dans des comportements malsains. Je pense que le lundi, par exemple, ce n'était pas opportun au moment où l'Assemblée demande d'avoir des propositions, de se mettre dans la rue, tout ça. Quand même. Alors que, mais quelle est la ça merci Boga. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je remercie les téléspectateurs, je remercie le peuple béninois, je remercie la classe politique, surtout celle de l'opposition, qui se bat pour la restauration de la démocratie. Et je remercie, pourquoi pas, le chef de l'État aussi qui essaie de faire, même si nous avons un grain de doute dans tout ce qu'il fait, mais nous le remercions quand même qu'il continue dans ce sens-là. Nous le voulons très bien, mais nous disons aux uns et aux autres pour finir que les élections doivent avoir lieu et qu'on puisse réellement avoir de nouvelles têtes, des hommes pétris de connaissances, d'expérience, pour que le développement de notre pays puisse être quelque chose de réalité. C'est la mouvance, merci beaucoup. C'est la mouvance qui gagnera. Merci Boga Koupaki, merci Saliou Adamon, merci aux téléspectateurs qui sont restés avec nous tout au long de cette émission. Eh bien, c'est ici que s'achève le numéro 2 de votre émission. Faire croiser votre émission politico-économique et sociale qui traite de l'actualité. Aujourd'hui, il était question des législatives de 2019. Quel enjeu? Et vous avez suivi, comme nous, l'enjeu. Sinon, les enjeux résident dans l'organisation des élections pour sauvegarder les acquis démocratiques du pays. L'organisation des élections avec tous les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Et aussi, l'enjeu réside en ce qu'on va dire l'élection d'hommes et de femmes capables de discernement pour porter haut l'intérêt du pays à l'hémicycle du Bénin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le prochain numéro, jeudi prochain. Merci.